Joliba Afternoon News. Le tribunal de grande instance de la commune 3 désigne un nouvel administrateur au sommet du CSCPC. Les détails dans un instant. L'émissaire de la CEDEAO a animé une conférence de presse après un séjour de 72 heures ici à Bamako. Des précisions assurent dans cette édition. À l'international, ouverture des bureaux de vote pour les élections générales au Maroc. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Le tribunal de grande instance de la commune 3 désigne un nouvel administrateur au sommet de la CSCPC pour freiner la crise de leadership au sommet de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Un nouvel administrateur a été désigné par le tribunal de grande instance de la commune 3. Objectif, gérer les affaires courantes de la fêtière et organiser l'Assemblée générale élective en conformité avec les thèses de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, relative également aux coopérations. Le récit avec Oumou Makalou. À l'issue des élections entre les deux adversaires, Bakary Togola et Bakary Koné, c'est Bakary Koné qui avait triomphé avec 13 voix contre 7 pour son adversaire. Dès lors, la tension entre les deux partis ne cessait d'escalader. Suite à ce différend, le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako a décidé de nommer un administrateur judiciaire à la tête de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton afin de préserver l'ordre public et mettre un terme au bicéphalisme qui y régnait. Cette décision est saluée par le monde paysan dans son ensemble. La preuve, la semaine dernière, un meeting géant a été organisé à Koutchala et mis un terme à la confusion créée par les camps de Bakary Koné et Bakary Togola, qui réclamaient chacun la présidence de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Quand on tient au terme de la lettre du ministère de la Santé et du Développement social dont relèvent les sociétés coopératives en date du 6 juillet 2021, ni l'un ni l'autre camp n'est légitime. Mais contre toute attente, les paysans ont appris par voie de presse la tenue d'une assemblée élective à Bamako pour mettre en place un nouveau président de la Confédération en piétinant les textes de l'ORADA régissant les organisations coopératives. En attendant de connaître le contenu de l'ordonnance gracieuse, des sources précisent que le nouveau patron de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton relèvera expressément du tribunal de la commune 3. Il s'agit de Souleymane Fomba, un juriste spécialiste des sociétés coopératives. Selon un huissier, la décision a été notifiée aux deux Bakary, Koné et Togola qui revendiquent chacun la présidence de l'organisation paysanne. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Roudouane Ag Mohamed Ali a réceptionné 7372 tonnes de céréales. Cette quantité de vivres a été mise à la disposition du Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à partir de sa réserve régionale de sécurité alimentaire. La cérémonie de remise officielle de ce stock a eu lieu dans la cour de l'Office des produits agricoles du Mali OPAM. Des précisions dans ce commentaire de Aminata Traoré. Ces stocks sont issus de l'opérationnalisation de la réserve régionale activée à la suite de requêtes formulées par les pays membres faisant face à d'éventuelles crises alimentaires remboursables grain pour grain. L'année suivante, ils sont destinés aux populations en difficulté alimentaire des régions de Ségou, Sikassou, Koulikoro et du district de Bamako. Le but est de renforcer le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au Mali au titre 2021. Intervenant à l'occasion, le ministre Roudouane Ag Mohamed a exprimé sa gratitude à la commission de la CEDEAO pour sa réponse favorable à la requête du Mali. Il a assuré que son institution mettra tout en œuvre pour une mise en œuvre adéquate et diligente du plan national de réponse dont ce stock sera injecté dès aujourd'hui. Est-il besoin de rappeler que les évaluations définitives du système d'alerte précoce à travers la méthode du cadre harmonisé dans l'espace du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
élargi à la CEDEAO laisse paraître le besoin d'accompagner plus de 1 307 000 personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle prononcée à cause de l'intensité et la simultanéité des différents chocs, à savoir les fortes inondations, les conflits intercommunautaires répétitifs et les autres formes d'insécurité ayant limité l'accès aux champs. Pour y faire face, le plan national de réponse dégage un besoin global de mobilisation de 43 000 tonnes de céréales, pour la satisfaction duquel il existe un gap de 10 000 tonnes de céréales, soutient Redouane Ag Mohamed Ali. Le gouvernement de Dr Choguel Kokala Maïga s'active pour organiser les assises nationales de la refondation, alors qu'une poignée d'acteurs politiques et de la société civile y voit un projet stérile qui est voué à l'échec. Abdoulaye Koniba Konaté. Inclus dans le plan d'action du gouvernement adopté par le Conseil national de transition, l'organisation des assises nationales de refondation permettra, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, je cite, d'aboutir à un large consensus national sur les grandes préoccupations de la nation. Fin de citation. Si le projet a obtenu le quitus au sein de l'organe législatif de la transition, il n'en serait pas autant pour certains acteurs politiques et de la société civile. Le secrétaire général du Parti pour la Renaissance nationale Parena, Djigiba Keïta, commente, je cite, « On se demande bien que faire des assises nationales de la refondation. Les résolutions issues du dialogue national inclusif sont une référence pour tous ceux qui pensent au Mali. On vient de voir le président de la transition lors de sa prestation de serment faire référence à ce document qu'on ne peut critiquer que par populisme. Ces assises n'ayant aucune raison d'être, nous allons travailler à ce qu'elles n'aient pas lieu et que l'État utilise les fonds destinés à ce forum à des œuvres plus utiles et plus bénéfiques pour le Mali. » Fin de citation. Il est à rappeler qu'une grande concertation similaire aux assises nationales de la refondation, appelée Dialogue national inclusif, avait été organisée par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. À cet effet, Cheikh Sidi Diarra, le président du comité d'organisation de ce dialogue, s'exprime sur l'organisation des assises nationales de refondation. Je cite, « Comment peut-on même envisager d'organiser des assises nationales de la refondation qui feront exactement ce que le dialogue national inclusif a déjà réalisé en décembre 2019 ? Organiser de nouvelles assises va nécessiter au moins 6 mois pour aller à des communes au niveau national, alors qu'on est à quelques mois de la fin de la transition. Sans compter que les réformes institutionnelles réclamées à corps et à cri ne pourront pas avoir lieu avant de connaître les résultats d'éventuelles assises. » Fin de citation. Cependant, le Rassemblement pour le Mali RPM n'est pas de cet avis. Pour le parti de l'ancien président, les assises nationales viennent en complément au dialogue national inclusif qui, selon le parti, est déjà un bon document. Nonobstant les commentaires plus ou moins positifs sur l'organisation des assises nationales de refondation, le gouvernement du Dr Choguel Maïga pose les jalons du projet avec une série de rencontres avec les partis politiques. Comme indiqué dans les titres, l'émissaire de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, a effectué une visite de 3 jours dans la capitale malienne, à l'issue de laquelle il a animé une conférence de presse. La lecture du communiqué au micro de Moussa Tembine. La mission a apprécié l'expression renouvelée des autorités de la transition à respecter la période convenue de la transition devant la communauté internationale. La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les réformes et actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Il s'agit notamment du consensus sur le cadre légal devant servir aux élections, la préparation de la liste électorale, le choix de l'organe ou des organes devant conduire les élections. La mission a invité les acteurs sociopolitiques
à travailler ensemble dans cette période de transition afin de garantir la réussite du processus. La mission a réitéré l'engagement de la CEDEAO à accompagner la République du Mali pour une transition réussie. La mission a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux à continuer de soutenir le processus de transition, notamment dans le cadre de la préparation des élections. Après ce que certains ont nommé libération forcée du commandant Oumar Samaké vendredi dernier, sous la pression de ses camarades policiers, le commandant Samaké s'est rendu aux autorités ce lundi, soit environ 72 heures après sa libération. Les détails avec Aminata Chektal. Inculpé, incarcéré puis libéré, tout cela en l'espace de quelques heures ce vendredi 3 septembre, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké, commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat, a été placé sous mandat de dépôt. Meurtre et coup mortel sont les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-Ibeka de juillet 2020 qui avait fait une dizaine de morts. La nouvelle de son inculpation et de son incarcération a immédiatement suscité la colère de nombreux policiers qui se sont rassemblés en armes et uniformes devant la maison centrale d'arrêt de Bamako pour exiger sa libération. Le commandant de la Forsat a finalement été relâché. S'il y a un peu plus d'un an, l'interrogation commune qui avait demeuré pendant les heures qui ont suivi les drames du 10, 11 et 12 juillet était qui a donné l'ordre à la Forsat de tirer, celle qui a suivi la libération du commandant Samaké était qui a donné l'ordre de son extraction de la maison centrale d'arrêt, et cela à peine quelques heures après son incarcération. 24 heures après, dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement avait appelé au calme et invité les forces de sécurité au respect de l'état de droit. Dans la matinée de ce lundi 6 septembre, s'est tenue une réunion d'urgence entre les syndicats de la police, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké et le ministre de la Sécurité. C'est à l'issue de cette rencontre que les syndicats de la police ont annoncé à travers un communiqué la suspension de son mot d'ordre d'appel au rassemblement prévu ce mardi 7 septembre 2021 au GMS. Selon le même communiqué, le commandant de la Forsat a exprimé sa volonté délibérée de se soumettre à la justice en respectant les termes du mandat de dépôt décerné contre lui. C'est ainsi que le commissaire divisionnaire Oumar Samaké s'est rendu seul ce lundi au camp 1 de la gendarmerie de Bamako, où il a été placé sous mandat de dépôt. D'un sujet à un autre, les plus hautes autorités à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme comptent organiser une nuit dédiée à la paix et à l'unité nationale prévue à la veille de la fête de l'indépendance du Mali le 21 septembre prochain au Centre international de conférence de Bamako. Amadou Diallo a suivi pour nous cette conférence. Avec l'organisation le 21 septembre 2021 de la grande soirée dénommée Nuit de la paix, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme veut à travers la culture renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble des vertus séculaires et inaliénables au peuple malien. Cette activité phare qui traduit la vision du président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, de faire du Mali une nation réconciliée, paisible et tournée vers son avenir, s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le thème central de ce grand rendez-vous porte sur la paix et l'unité nationale, un thème qui a tout son sens au regard de la situation dans laquelle le Mali se trouve. La culture reste un ressort irremplaçable, nous en sommes tous convaincus, surtout en ces temps où le peuple du Mali a besoin d'un ressort pour un réarmement moral et d'une prise de conscience en vue de relever le défi de la paix. Les journalistes qui ont pris part à cette conférence de presse, certains ont dévoilé leurs préoccupations par rapport à l'occupation des 2 tiers du territoire par les terroristes. Au même moment,
les autorités veulent organiser un tel rendez-vous. Les conférenciers du jour reviennent sur l'importance et les objectifs spécifiques de ce grand rendez-vous culturel. Le choix de Bamako est fondé sur le fait qu'elle soit la capitale et c'est la toute première édition. Nous avons estimé que nous pourrions commencer par là. Il faut agir par l'arme de la culture. Les guerres naissent dans les esprits, mais les moyens pour vaincre la guerre se préparent dans les esprits. Et nous demeurons convaincus qu'au Mali, notre culture nous offre des possibilités incroyables. Au programme de cette première édition de la Nuit de la Paix, défilé de mode, slam, solo et chant, art oratoire entre autres. Les troupes artistiques de l'ensemble des régions, Badema National, Kanaga de Mopti, Amanar de Kidal, font partie des troupes invitées de cette soirée, sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Après le coup d'État du dimanche dernier contre le président Alpha Condé, les nouvelles autorités du pays ont annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelles peuvent être les conséquences de cette mesure sur le Mali, un pays continental qui transite des marchandises à travers le port guinéen? Aruna Salia Kone est allé savoir. Alors suivons son reportage. Le Mali et la Guinée-Conakry partagent plus de 800 km de frontières terrestres, ce qui fait de nous le premier voisin avec qui la Guinée a la plus longue frontière terrestre. Ainsi, la mesure de la fermeture des frontières du pays à la suite du coup d'État contre le président Alpha Condé peut constituer un coup dur pour nos deux pays. Donc les frontières ont été fermées. Cela n'augure pas quelque chose de très bon pour l'économie guinéenne et pour notre économie, car comme vous le savez, nous avons une frontière longue d'environ 858 km. La Guinée est entourée de 6 pays, mais la plus longue frontière, c'est avec le Mali. Et donc, nous partageons vraiment beaucoup de caractéristiques communes au niveau de ces frontières et beaucoup d'échanges informels se font au niveau de ces frontières. Pour notre analyste, la mesure n'est que sécuritaire et temporaire. Selon lui, si ça venait à durer, cela pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie guinéenne. La Guinée échange beaucoup avec ses pays voisins, les 6 pays dont je vous ai parlé, et y compris le Mali. Cela va quand même, je pense que ça va être de courte durée parce que ce sont des mesures sécuritaires uniquement pour quand même asseoir le pouvoir de ceux qui ont fait le coup de force en attendant, parce que l'économie guinéenne ne peut pas se permettre d'avoir ses frontières fermées avec tous ses voisins pendant très longtemps parce que, comme vous le savez, les échanges entre les pays sont très importants au niveau de la CEDEAO et dans cette zone particulièrement. Par ailleurs, la CEDEAO, qui constitue une organisation supranationale, peut prendre des sanctions comme un embargo contre le pays. Notre économiste dit garder l'espoir pour que la situation n'en arrive là. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, donc c'est eux qui vont se réunir certainement très bientôt pour décider de ce qui va être fait. Mais je pense que les contacts sont déjà en cours, les discussions sont en cours avec ceux qui sont aux commandes du pays en ce moment, avec les autorités, pour voir un peu comment la transition va se dessiner. Parce qu'il y a des annonces qui ont déjà été faites après le coup de force et on attend que tout cela soit formalisé. La CEDEAO, pour sa part, prévoit de se réunir ce mercredi 8 septembre à travers un sommet virtuel extraordinaire. La question du maintien de la Guinée au sein des institutions de l'organisation sera au menu des discussions. À présent, l'image du jour consacrée au musée du Quai Branly en France. Le musée du Quai Branly est Jacques Chirac, parfois appelé musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, civilisation non européenne, est situé dans le 7e arrondissement de Paris, le long du quai de la Seine qui lui donne son nom et au pied de la Tour Eiffel. Le projet porté par Jacques Chirac
et réalisé par Jean Nouvel est inauguré le 20 juin 2006. La fréquentation se situe à près de 1 500 000 visiteurs en 2014 et franchit en 2016 le cap de 10 millions depuis son ouverture, ce qui le place parmi les plus fréquentés au monde dans sa catégorie. Le 21 juin 2016, 10 ans après son inauguration, le musée prend le nom de l'ancien président Jacques Chirac et l'initiative du projet, son emblème est une statuette Sipokuaro. L'actualité internationale avec Aminata Traoré. Dans un communiqué lu à la télévision nationale guinéenne, des putschistes annoncent la libération prochaine des détenus politiques et comptent dans les jours qui viennent démonter les postes avancés qui sont à Conakry. Le président du Conseil national du redressement et le développement a instruit le secrétaire général du ministère de la Justice ce jour de se mettre en rapport avec le parquet général, l'administration pénitentiaire et les avocats afin de faire une analyse approfondie du dossier des détenus politiques pour leur libération dans un meilleur délai. Les Marocains commencent à voter pour des élections générales qui devraient déterminer l'avenir du parti islamiste PJD au pouvoir depuis une décennie. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h locales, 7h GMT et fermeront à 19h, 18h GMT. Comme vous le savez, la femme au foyer marocaine a des tâches ménagères à effectuer chez elle. La raison pour laquelle je suis venue si tôt le matin pour voter est pour minimiser le contact avec les gens. Le vote se déroule dans les meilleures conditions. Merci Dieu que les circonstances soient de la sorte. Ça nous réconforte et nous encourage à être présents dans tout devoir national et y participer. Les talibans doivent s'attacher mercredi à convaincre de leurs bonnes intentions les Afghans qui manifestent dans les grandes villes après avoir présenté un gouvernement intérimaire composé exclusivement de membres du mouvement islamiste et sans femmes, tranchant avec leurs promesses d'ouverture. Comme ces derniers jours, de nouvelles manifestations contre le régime ont eu lieu mercredi après la mort de la vieille de 2 personnes à Héra. Des retours au pouvoir depuis la mi-août, 2 décennies après avoir imposé un régime fondamentaliste et brutal à l'Afghanistan entre 1996 et 2021. Les talibans ont annoncé mardi la composition d'un gouvernement qui n'a rien d'inclusif, contrairement à leurs engagements. Tous les membres de ce gouvernement qui sera dirigé par Mohamed Hassan, un ancien proche collaborateur du fondateur du mouvement, de Moha Oumar décédé en 2013, sont des talibans. Et presque tout appartiennent à l'ethnie Pachoun. Les États-Unis ont relevé l'absence des femmes et se sont dit préoccupés par les affiliations et les antécédents de certains de ces individus, même s'ils jugeront sur les actes. Lors de leur premier passage au pouvoir, les islamistes avaient bafoué les droits des femmes qui étaient quasiment exclus de l'espace public. Nombre d'Afghans et de la communauté internationale craignent qu'il en soit une nouvelle fois de même. Pramila Paten, responsable d'ONU Femmes, l'agence créée pour promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes, a ainsi estimé que leur absence de ce gouvernement faisait douter de récents engagements à protéger et à respecter les droits des Afghans. Par ailleurs, les talibans invitent le nouveau gouvernement afghan à faire respecter la charia et tout faire pour éradiquer la pauvreté et le chômage. Ravagée par des décennies de conflits, l'économie afghane est en reste, privée d'une aide internationale dont elle dépend et qui a été largement gelée. Des enfants se font vacciner contre le Covid-19 dans la province de Sifiango à Cuba, alors que le pays lance une campagne nationale de vaccination des jeunes âgés de 2 à 18 ans, une condition fixée par le gouvernement communiste avant l'ouverture des classes. Le pays, confronté à une hausse de cas qui fait tanguer son système sanitaire, est le premier à vacciner les enfants. Je n'ai peur de rien. Le vaccin administré aux enfants est très important car c'est une possibilité supplémentaire pour prolonger leur vie, les empêcher de développer une maladie grave, de contracter le virus. Nous l'avons développé sur la base des plateformes vaccinales pour enfants
et il est donc beaucoup plus simple pour nous d'avancer avec comme cible la population infantile. C'était moins facile pour d'autres vaccins qui sont de nouveaux vaccins au sujet desquels on a plus de doutes, notamment c'est ce qu'ils pourraient engendrer pour la population infantile. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.